La voix du professeur CX Thorne résonna dans la salle de conférence cristalline de l'Université galactique de Nexus Prime. Ses tentacules phosphorescents pulsaient avec ce que ses étudiants reconnaissaient comme une excitation à peine contenue, bien que pour un œil non entraîné, cela aurait pu ressembler à une indigestion sévère. La classe de 15 étudiants, représentant certaines des espèces les plus avancées de la galaxie connue, orienta collectivement leurs divers appendices et organes sensoriels vers leur instructeur. Certains durent littéralement faire pivoter leur corps entier, ce qui créait toujours une symphonie intéressante de bruits de squelch, de clics et de gargouillements occasionnels d'excuses. Aujourd'hui, continua Thorne, ses yeux supérieurs scrutant la salle tandis que ses yeux inférieurs se concentraient sur son pad holographique, nous commençons notre étude de ce que beaucoup considèrent comme la planète la plus fascinante, et par fascinante, je veux dire absolument folle, de la galaxie, la Terre. Une vague de crépitements nerveux balaya la salle de classe. Zara Brightscale, une étudiante draconide dont les écailles changeaient de teinte verte par curiosité, se pencha en avant dans son siège flottant. Contrairement à ses camarades qui considéraient l'étude de la Terre comme un cours obligatoire de biologie comparative des xénos, elle avait spécifiquement choisi cette spécialisation. Il y avait quelque chose dans ce petit monde de mort qui appelait son âme scientifique. Oh oui, les tentacules de Thorne s'agitaient avec amusement. Je vois que certains d'entre vous tremblent déjà. Bien, cela signifie que vos instincts de survie fonctionnent au moins partiellement, contrairement aux humains qui parviennent à prospérer sur cette sphère cauchemardesque qu'ils appellent chez eux. Il agita l'un de ses appendices et une image holographique de la Terre apparut au centre de la salle. Plusieurs étudiants se reculèrent instinctivement à la vue de tant d'eau. Un pauvre étudiant, un monde de mort de classe 13, demanda Thorne, ses tentacules dansant presque de joie éducative. Les forces gravitationnelles extrêmes, l'atmosphère hautement corrosive, les formes de vie indigènes agressives et les conditions météorologiques imprévisibles en font l'un des environnements les plus hostiles pour les espèces non natives. Elle répondit en essayant de ne pas sembler trop enthousiaste. Exactement, s'exclama Thorne, provoquant un cri de surprise d'un étudiant gélatineux au fond de la classe, mais vous avez oublié de mentionner les fluctuations de température absolument barbares. Imaginez si vos processeurs peuvent le supporter, vivre sur un monde où vous pouvez geler et bouillir le même jour. L'étudiant gélatineux émit un bruit qui ne pouvait être décrit que comme un gémissement liquide. Mais l'aspect le plus fascinant, continua Thorne, sa voix devenant ce qu'il pensait probablement être un chuchotement dramatique, mais qui ressemblait davantage à un rugissement passionné, n'est pas la planète elle-même, mais son espèce dominante, les humains. L'hologramme se modifia pour montrer divers humains vaquant à leurs occupations quotidiennes. Plusieurs étudiants observèrent avec horreur des images d'humains sautant volontairement hors d'avions parfaitement fonctionnels, gravissant des montagnes gelées, le plus perturbant de tout, participant à quelque chose appelé « compétition de bouffe ». Regardez-les, s'exclama Thorne en gesticulant avec plusieurs appendices, ces êtres ont évolué sur cette planète meurtrière et ont décidé que ce n'était pas assez difficile. Ils ont inventé de nouvelles façons de tester leurs limites. Ils ont créé des sports, comme si leur survie quotidienne ne suffisait pas à divertir. Zara sentit ses écailles frémir d'excitation. C'était exactement pourquoi elle avait choisi l'étude de la Terre. Toute espèce qui non seulement survit, mais cherche activement des défis supplémentaires sur un monde qui semble conçu pour éliminer la vie valait la peine d'être étudiée. De plus, elle devait admettre qu'il y avait quelque chose d'admirable dans leur résilience, même si cela frôlait ce que la plupart des espèces qualifieraient de folie clinique. Et c'est, mes chers étudiants, la voix de Thorne prit un ton qui fit frissonner les instincts de survie de tous, ce qui m'amène à l'annonce excitante du jour. Grâce à notre nouveau programme d'échange avec la coalition scientifique Terran, nous allons donner nos 3 prochaines conférences. Il marqua une pause qu'il considérait clairement comme un effet dramatique, ses tentacules frémissant d'enthousiasme à peine contenus. Sur Terre elle-même. La salle de classe explosa en chaos. L'étudiant Xorion finit par céder et s'évanouit, se brisant complètement en un tas de fragments cristallins. Ils se reformeraient éventuellement, bien qu'ils aient probablement un mal de tête. L'étudiant gélatineux au fond avait réussi à se glisser sous son bureau tout en essayant simultanément d'envoyer un signal de détresse à leur monde d'origine. 2 étudiants arthropodes claquaient leurs mandibules si rapidement qu'elles ressemblaient à un ordinateur quantique défectueux. Silence.
La voix du professeur Thorne perça à travers la panique, ses tentacules flashant d'une couleur violette autoritaire. C'est exactement pour cela que nous avons besoin de cette sortie. Comment vous attendez-vous à être pris au sérieux en tant que xénobiologiste si vous vous dissolvez en panique à la simple mention d'une planète de classe 13 ? Zara regarda ses camarades se calmer peu à peu. L'étudiant Xorion avait commencé à se réassembler, bien que leur structure cristalline montre encore des signes de stress. L'étudiant gélatineux, à contre-séhure, se remit dans son siège, laissant une traînée de sécrétions anxieuses que les drones de nettoyage se plaindraient sans aucun doute plus tard. Maintenant, continua Thorne, en affichant un nouvel affichage holographique, discutons des équipements de survie absolument essentiels dont vous aurez besoin pour cette expédition. Tout d'abord, vos compensateurs personnels de gravité. La gravité terrestre est suffisamment brutale pour écraser certains d'entre vous en bouillie. Et avant que quelqu'un ne demande, oui, Blorp, je te regarde, cela signifie que toi aussi, même si tu es déjà une bouillie. L'étudiant gélatineux Blorp émit un bruit de résignation. Ensuite, les filtres atmosphériques. L'air de la Terre est composé d'environ 21% d'oxygène, ce qui, comme nous le savons tous, est essentiellement du poison. Les humains en respirent, ils ont même évolué pour en avoir besoin. Pouvez-vous le croire ? Les écailles de Zara clignotèrent d'intérêt alors qu'elle prenait des notes détaillées. Son espèce pouvait gérer la gravité terrestre avec une aide minimale grâce à sa structure osseuse dense, mais les niveaux d'oxygène nécessiteraient une surveillance minutieuse. Vous aurez également besoin de costumes de régulation thermique, continua Thorne, ses tentacules se déplaçant dans ce qui semblait être un schéma induit par le stress. Les variations de température de la Terre sont tout simplement ridicules. Un moment vous êtes en train de cuire, le suivant vous êtes gelé, et les humains, eux, mettent ou enlèvent des morceaux de tissu pour y faire face. Une série de murmures horrifiés traversa la salle de classe. L'idée de survivre avec de telles méthodes d'adaptation primitive semblait au-delà de la compréhension. « Mais professeur, dit l'un des étudiants arthropodes en levant un membre segmenté, qu'en est-il des formes de vie indigènes ? J'ai entendu dire qu'il y avait des créatures appelées moustiques qui extraient des fluides corporels d'autres organismes. » Ah oui, les tentacules de Thorne se replièrent dans ce qui aurait pu être un sourire, ou peut-être une grimace. Cela m'amène à notre prochain point. Nous serons accompagnés d'un guide humain qui aidera à s'assurer que personne d'entre vous ne devienne une statistique malheureuse dans le dossier de sécurité de notre département. Permettez-moi de vous présenter Marina Santos. La porte de la salle de classe s'ouvrit et une femme humaine entra. Plusieurs étudiants poussèrent un cri à la manière décontractée avec laquelle elle se déplaçait sous la gravité terrestre normale. Elle portait l'uniforme bleu standard de la coalition scientifique Terran, ses cheveux noirs tirés en ce que Zara avait trouvé dans ses recherches être un chignon. À la station de recherche cette année, et ces chercheurs étaient tous humains, qui auraient vraiment dû savoir mieux que de tenter de caresser la faune locale. L'étudiant Xorion émit un bruit sinistre de craquement, c'était une blague, ajouta Marina rapidement, bien que son sourire suggérait que ce n'était peut-être pas entièrement faux. Faites-moi confiance, vous serez tous parfaitement en sécurité, nous avons mis en place toutes les mesures de sécurité possibles, y compris des téléporteurs d'urgence, des pods médicaux et une équipe de rangers expérimentés. De plus, j'y ai vécu toute ma vie et je n'ai été mordu par des créatures mortelles que 12 fois, 13 si l'on compte l'incident avec le platypus, mais je maintiens que c'était un malentendu. Zara sentit ses écailles se teinter d'orange vif d'excitation tandis qu'autour d'elle, ses camarades manifestaient divers signes de dépression imminente. Cela allait être l'excursion de leur vie, à condition, bien sûr, qu'ils survivent tous. La descente dans l'atmosphère terrestre, comme le disait le professeur Thorne, était une excellente occasion de vivre une terreur soutenue. Les boucliers du vaisseau brillaient assez fort pour ioniser l'air environnant, créant un spectacle lumineux spectaculaire que personne, à l'exception de Zara et Marina, ne semblait apprécier. Le reste de la classe était trop occupé à vérifier leur harnais de sécurité pour la 14e fois. Et nous voilà, annonça Marina joyeusement, tandis que le vaisseau se posait doucement sur la plateforme de la station de recherche de l'Outback australien. Compensateur de gravité en état de marche, personne écrasée en singularité quantique, excellent. Blorp émit un son qui pouvait être un accord, bien qu'il fût difficile à dire car il s'était liquéfié sous stress en une flaque à peine cohérente.
Rappelez-vous, les tentacules du professeur Tornet frémirent nerveusement alors que l'airlock entrait en séquence de cycle. Restez dans vos combinaisons environnementales jusqu'à ce que nous ayons terminé les contrôles de compatibilité atmosphérique. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un se dissolve parce qu'il a oublié que les humains pensent que respirer des gaz corrosifs est normal. La porte de l'airlock s'ouvrit avec un sifflement, révélant la lumière dure du soleil australien. Même à travers leur équipement de protection, la classe pouvait ressentir l'assaut brutal de la radiation électromagnétique de la Terre. La structure cristalline de l'étudiant Zérian commença à se polariser automatiquement, créant de belles réflexions arc-en-ciel qui rendirent leur terreur esthétiquement plaisante. Bienvenue dans l'Outback, Marina écarquilla les bras largement, semblant inconsciente du fait qu'elle se tenait sans protection sous une étoile qui essayait activement de les tuer avec des radiations. La température actuelle est de 35 degrés Celsius, l'humidité est de 15% et l'indice UV, eh bien, disons qu'il est sportif. Un étudiant arthropoïde leva un appendice tremblant. C'est quoi cette créature brune qui saute vers nous à une vitesse alarmante? Oh, c'est juste Bruce, Marina agita la main, indifférente. Notre kangourou réside, complètement inoffensif. Le mot inoffensif, remarqua Zara, semblait avoir une signification très différente pour les humains que pour le reste de la communauté galactique. Bruce, le kangourou, était presque aussi grand que Marina, possédait de puissantes pattes qui pouvaient être utilisées comme armes létales et s'approchait de leur groupe avec une intention qui semblait délibérée. Savez-vous, continua Marina en sortant quelque chose de sa poche, que les kangourous sont parmi nos herbivores les plus pacifiques? Bruce adore les carottes. La classe regarda avec horreur alors que Marina tendait le légume orange à la massive créature. Bruce l'accepta avec une étonnante douceur, utilisant ses petites pattes avant d'une manière qui semblait défier plusieurs lois de la physique. Voyez, dit Marina avec un grand sourire, inoffensif. Bon, entrons maintenant à l'intérieur et rencontrons l'équipe de recherche. Attention où vous mettez les pieds, les diables épineux aiment se dorer au soleil sur le passage. Les quoi aiment faire quoi? Les tentacules du professeur Tornet se nouèrent. Les diables épineux, répondit Marina, ce sont de petits lézards. Ne vous inquiétez pas, leurs épines ne sont que légèrement venimeuses. Marina mena le groupe vers le bâtiment principal de la station, enjambant sans souci ce qui ressemblait à une arme vivante couverte de pointes défensives. Les vrais à surveiller sont les serpents bruns, mais ils ne viennent généralement pas aussi près de la station. Généralement. La station de recherche elle-même était un complexe tentaculaire de bâtiments interconnectés, chacun conçu pour comprendre tout, des cyclones aux attaques occasionnelles d'émeutes en colère. À l'intérieur, ils trouvèrent une équipe de chercheurs humains vaquant à leurs occupations avec une indifférence décontractée aux dangers qui semblait caractériser leur espèce entière. Bonjour, un grand homme humain s'approcha d'eux, sa peau marquée par des années d'exposition à l'environnement hostile de la Terre. Je suis Jacques Cooper, chef de la xénobiologie ici à la station. J'espère que vous avez tous apporté votre crème solaire. La crème solaire? Un autre étudiant arthropoïde cliqueta nerveusement. Ouais, vous savez, pour vous protéger des radiations UV, expliqua Jacques. Puis-je noter que vos combinaisons environnementales couvrent déjà cela? Dommage. C'est le temps parfait pour une baignade dans le baume. Une baignade? Blorp bourdonna d'horreur, sa forme gélatineuse tremblant dans le d'hydrogène monoxyde. Le meilleur moyen de se rafraîchir, Jacques sourit. Il suffit de vérifier les crocodiles, bien sûr. Zara observa, fascinée, comment ses camarades traitaient cette référence décontractée à partager un environnement aquatique avec des reptiles prédateurs. Ses propres écailles se colorèrent d'une gamme de motifs reflétant ses émotions contradictoires, excitation académique mêlée aux instincts de survie de base. L'intérieur de la station était climatisé, bien que cela semblait signifier des choses différentes pour différentes espèces. Ce que les humains considéraient comme un confort à 22 degrés Celsius, semblait être un désert glacé pour certains et un four ardent pour d'autres. Merci pour vos combinaisons environnementales, dit Marina en applaudissant pour attirer l'attention de la classe. Installons-vous dans vos quartiers. Demain, nous commencerons le vrai travail de terrain. Nous avons un joli groupe de dingos qui traînent autour de la station ces derniers temps, et une fascinante migration d'araignées se déroule juste au nord d'ici. Migration d'araignées? La voix du professeur Tornet avait pris une teinte légèrement hystérique.
Oh oui, Jacques hocha la tête avec enthousiasme. Des milliers d'entre elles. Un spectacle magnifique, à moins que vous n'ayez peur des araignées, bien sûr. Un rapide survey de la classe montra qu'environ 100% d'entre eux avaient effectivement peur des araignées, en particulier de celles qui migraient par milliers. Ne vous inquiétez pas, Marina les rassura avec ce qu'elle pensait être un sourire réconfortant. Les vraiment dangereuses préfèrent se cacher dans les chaussures et les sièges de toilette. Le lendemain matin arriva avec l'efficacité brutale que seul un lever de soleil terrestre pouvait avoir. La classe se rassembla à l'extérieur de la station de recherche pour ce que Marina avait promis comme une simple expédition de collecte d'échantillons. Simple, Zara apprenait, était un autre mot que les humains utilisaient très différemment du reste de la galaxie. Aujourd'hui, nous allons collecter des échantillons de sol dans la région autour du BOM, expliqua Marina en distribuant les kits de collecte. Rien de trop excitant, juste besoin de surveiller les serpents habituels, les araignées, les ours tombants. Ours tombants? Les tentacules du professeur Tornet se tordirent d'inquiétude. Juste une blague, appela Jacques de l'endroit où il vérifiait l'équipement de sécurité du groupe. Les ours tombants n'existent pas, probablement. Le groupe se déplaça prudemment à travers la terre rouge, leur combinaison environnementale fonctionnant alors qu'elle compensait la gravité brutale de la terre. Zara se retrouva fascinée par la manière dont la lumière du matin jouait sur le paysage, créant des ombres qui pouvaient être soit des broussailles inoffensives, soit, comme ses instincts de